Alors, aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une bataille qui se déroule en permanence à l'intérieur de nous. Une sorte de guerre civile dans notre propre cerveau, qui décide de presque tout, de nos succès comme de nos moments de stagnation. C'est une exploration assez fascinante de ce qui se passe juste là, sous le capot. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Celle qui nous taraude tous. Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent oser, se lancer, prendre des risques et grandir constamment alors que d'autres restent comme bloquées parfois pendant des années? Eh bien, la réponse, elle n'est pas vraiment dans la chance, elle est dans notre neurologie. Entrons donc dans le vif du sujet avec ce qu'on peut appeler le paradoxe de la stagnation. On sait qu'il faut bouger, qu'il faut changer pour avoir des résultats différents. Mais il y a toujours quelque chose qui nous retient. Pour comprendre ce quelque chose, il faut aller voir ce qui se passe dans notre cerveau quand il fait face à l'idée même de l'échec. Pour ça, des chercheurs de Stanford ont mené une expérience incroyable. Ils ont mis des gens dans des situations d'échec ou de critique, et pendant ce temps-là, ils ont scanné leur cerveau pour voir ce qui s'allumait. La question était, notre fameux état d'esprit, est-ce que c'est juste une idée en l'air, ou est-ce qu'on peut vraiment le voir, le mesurer? Et là, ce qu'ils ont trouvé est ahurissant. Pour la plupart des gens, la simple idée d'être critiqué active une toute petite zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et cette zone, c'est exactement la même qui s'active si quelqu'un pointait une arme sur nous. Pour notre cerveau primitif, un danger social est un danger de mort. C'est fou. Bon, ça nous amène directement à nos deux grands protagonistes, les deux grands acteurs de notre histoire intérieure. Il faut s'imaginer qu'il y a deux forces qui sont constamment en compétition pour prendre les commandes. Et comprendre qui elles sont et comment elles fonctionnent, c'est vraiment la clé pour tout débloquer. Alors voilà nos deux pilotes. D'un côté, l'amygdale, notre gardien primitif. Son horizon de pensée, c'est les prochaines minutes, pas plus. Sa seule mission, éviter la douleur à tout prix. De l'autre côté, le cortex préfrontal, notre PDG super évolué. Lui, il pense en années, il élabore des stratégies, il vise la croissance. C'est une vraie guerre civile entre la survie immédiate et la vision à long terme. L'amygdale, c'est notre héritage des temps anciens, notre cerveau reptilien. Son fonctionnement est ultra simple. Si ça fait peur ou si ça peut faire mal, c'est une menace. Si ça donne du plaisir tout de suite, c'est bon. Le gros problème, c'est qu'elle voit un tigre absolument partout, dans un regard un peu froid, dans un commentaire négatif ou juste dans l'idée de devoir passer un coup de fil un peu difficile. Et puis, on a le cortex préfrontal. Lui, c'est la partie la plus récente et la plus noble de notre cerveau. C'est le centre de commandement, le siège social. C'est lui qui gère la vision, la planification, l'innovation, la créativité, l'empathie. Bref, c'est la source de tout ce qui nous permet de construire une vie qui a du sens, une vie intentionnelle. Alors, que se passe-t-il concrètement quand ces deux-là entrent en conflit? C'est là que tout le mécanisme de la stagnation se met en place. Imaginez une sorte d'autoroute neuronale hyper importante qui peut être coupée net à n'importe quel moment. Le processus, il est simple et brutal. Un déclencheur de stress apparaît. L'amygdale, notre gardien, sonne l'alarme générale. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle coupe littéralement l'accès au cortex préfrontal. Le PDG est mis hors jeu. On bascule alors en mode survie, ce qui se traduit par de l'évitement, de la procrastination, en un mot, de la stagnation. Cette situation est incroyablement familière, n'est-ce pas? Ce moment où l'on perd complètement ses moyens, où les idées ne viennent plus, où l'on se sent nul, alors qu'on sait très bien qu'on a le potentiel. On a tous vécu une version ou une autre de ce scénario. Et l'image est parfaite, c'est exactement ça le sentiment. C'est l'impression très concrète que notre partie la plus intelligente, notre centre de stratégie et de vision, est complètement déconnecté. Et c'est le gardien de sécurité, avec sa vision binaire du monde, danger ou pas danger, qui a pris le contrôle total du bâtiment. Tout notre potentiel est là, juste derrière la porte, mais il est devenu inaccessible. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la bonne nouvelle, c'est que ce câblage n'est pas une fatalité. Le cerveau est plastique. On peut littéralement le reprogrammer pour qu'il favorise la croissance plutôt que la simple survie. Et le simple fait de comprendre ce mécanisme, eh bien c'est déjà le tout premier pas. Une chercheuse, Carol Dweck, a complètement révolutionné notre compréhension de ce phénomène. Ses travaux montrent que cette réaction du cerveau face à l'échec, elle n'est pas génétique ou gravée dans le marbre. Non, elle dépend d'un état d'esprit. Un état d'esprit qu'on peut cultiver, qu'on peut changer. Son expérience la plus connue est juste parlante. Prenez des enfants. Elle a félicité un premier groupe pour leur intelligence et un second pour leur effort. Le résultat ? Ceux qu'on a qualifiés d'intelligents ont choisi des puzzles faciles pour ne surtout pas risquer de perdre leur statut. Alors que 90% de ceux qu'on a félicités pour leur effort ont cherché des puzzles plus durs pour continuer à apprendre. Et c'est là toute la différence. L'état d'esprit fixe pense que nos capacités sont innées. Du coup, un échec, c'est une attaque directe contre notre valeur personnelle.
L'état d'esprit de croissance, lui, voit les capacités comme quelque chose qui se développe, qui se muscle. Et là, l'échec devient juste une information, une leçon, une occasion de s'améliorer. Cette phrase, elle redéfinit complètement les règles du jeu. Le succès, ce n'est plus d'obtenir un oui, d'avoir une validation extérieure. Non. La vraie réussite, c'est l'acte même de faire face à sa peur. C'est d'oser lancer ce projet, d'oser parler à cette personne. La victoire, elle se trouve dans l'action elle-même, pas dans son résultat. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas juste une jolie image, c'est un processus biologique bien réel. À chaque fois qu'on décide d'affronter l'inconfort, on renforce physiquement la connexion neuronale vers notre cortex préfrontal. Le cerveau fabrique ce qu'on appelle de la myéline, c'est une sorte de gaine isolante autour des câbles neuronaux. Plus il y a de myéline, plus le signal passe vite et bien. C'est comme ça qu'on transforme un petit chemin de terre en une autoroute à 5 voies. D'accord. Mais en pratique, dans le feu de l'action, on fait quoi? Il existe une technique de respiration toute simple, utilisée notamment par l'armée, pour calmer l'amygdale en quelques secondes. C'est un outil pour reprendre les commandes. Au moment où le stress monte, on prend une courte inspiration par le nez, puis une deuxième plus petite pour vraiment remplir les poumons, et on expire très longuement par la bouche. Ça envoie un signal direct au corps pour lui dire « Ok, il n'y a pas de tigre, tout va bien, tu es en sécurité ». L'impact de ces tout petits pas est juste exponentiel. Cette image est très forte. Faire juste 1% de plus chaque jour, ce petit pas un peu inconfortable, ça mène à une vie 1500 fois différente au bout d'un an, par rapport à quelqu'un qui, par peur, recule de 1% chaque jour. Ce n'est pas une question de faire un grand saut, c'est la constance des petits pas qui crée la transformation radicale. Finalement, notre cerveau est prêt. Il attend là, juste maintenant, qu'on lui donne une nouvelle direction. Il ne s'agit pas de se forcer à devenir quelqu'un d'autre, il s'agit simplement de trouver ce qui nous fait vibrer et d'oser faire le tout petit pas inconfortable qui va dans cette direction. La vraie question n'est donc pas de savoir si c'est possible, mais de choisir quel sera ce premier pas, aujourd'hui.